se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Vu que je n'ai pas fait de vlog ces derniers temps, que c'est un petit peu plus compliqué pour m'organiser au niveau de tout ça, de filmer au quotidien, etc., j'ai décidé de vous faire un update lecture des derniers livres que j'ai lus. Je vais, lors de cette prise, vous parler de 4 romans et puis je vous parlerai de d'autres livres lors d'une autre prise. Mais aujourd'hui, voilà, je n'ai pas le temps de vous parler d'autant de livres. Donc, je vais déjà vous parler de 4 romans et je vous parlerai, de 4 autres un petit peu plus tard. Je pense que je vous reprendrai lundi. Là, on est samedi après-midi. Et puis, je vous parlerai également de 2 ou 3 bandes dessinées. Je vais voir, là, j'en ai fini 2. Peut-être qu'il y en aura une 3e que j'arriverai à glisser. Et je vais commencer par une lecture, et non des moindres, un énorme coup de cœur pour moi. Je l'ai lu avec Lucie, à qui je fais des énormes bisous. Et on a eu des magnifiques échanges sur ce roman. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. Il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier. C'est un livre, un classique de la littérature. Un roman très noir, très mystérieux. Un petit peu, j'ai trouvé, dans l'ambiance victorienne, dans l'ambiance de ces romans qui nous emmènent dans de grandes demeures, dans des manoirs, dans une ambiance assez noire, assez pesante, avec des relations amoureuses assez étranges qu'on pourrait critiquer. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, j'ai fait un petit peu le rapprochement avec la plume de Emily Brontë, notamment, et puis de ses sœurs, mais aussi de Jane Austen. Enfin voilà, cette ambiance que j'ai beaucoup aimée, en fait, dans ce livre. Une écriture magnifique, une écriture immersive, qui nous plonge entièrement auprès de ces personnages assez fous. En fait, on rencontre une jeune femme, la narratrice, que l'on va rencontrer à un moment où elle est la dame de chambre d'une vieille bourgeoise pas très sympathique. Et puis, elle va rencontrer, lors d'un séjour à Monte-Carlo, un homme, Monsieur de Winter, qui n'est autre que le propriétaire de Manderley, une grande demeure au bord de la mer. Et puis, sa patronne va tomber malade, elle va avoir une espèce de grippe, elle va être clouée au lit. La narratrice va entrer davantage en relation avec Monsieur de Winter, va se créer une relation et puis il va la demander en mariage. C'est un peu abrupt, c'est un peu rapide, mais la narratrice va accepter et elle va se retrouver à la place de Madame de Winter. Il faut savoir que Monsieur de Winter, c'est un homme qui est veuf depuis 1 an parce que sa femme, son ex-femme, Rebecca, est décédée. Elle est décédée voilà, dans des circonstances qu'on ne connaît pas tout à fait au début, qu'on va très vite apprendre. Et donc, cette narratrice va se retrouver dans cet énorme manoir à Manderley et c'est voilà l'histoire de son arrivée et puis le charme que continue d'opérer Rebecca et la présence que continue à avoir cette femme qui est pourtant décédée et comme s'il y avait une présence un peu mystérieuse, un peu fantastique, comme un fantôme entre les murs. Et c'est assez... C'est assez incroyable, en fait, comme lecture. Les personnages sont incroyables. Il y a une pesanteur dans l'écriture, une pesanteur dans la trame de l'histoire. J'ai adoré. Je l'ai lu beaucoup la nuit pendant que j'allaitais. Je l'avais mis sur ma liseuse pour que ce soit plus facile. Et donc, je lisais pendant que j'allaitais la nuit. Et en fait, j'étais en vacances dans une maison assez sombre à la campagne. Et en fait, j'avais peur, j'avais des frissons, vraiment l'ambiance très sombre, très noire. Voilà, j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur, tant par l'écriture que par l'histoire, que par le dénouement. J'ai trouvé ça incroyable. Je sais qu'il y a un film de Hitchcock de 1940 et puis qu'il y a un nouveau film qui est sorti, et je crois qu'il est sur Netflix, qui est beaucoup plus récent, je crois, peut-être 2020 ou 2021, peut-être même après. En tout cas, une lecture incroyable dont je vais vous reparler de toute façon. Peut-être que je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Un énorme coup de cœur pour moi. Vraiment, lisez ce roman, lisez ce chef-d'œuvre de la littérature. C'est une autrice, j'ai vraiment envie de découvrir ses autres livres. Je ne sais même pas ce qu'elle a écrit d'autre. Je l'ai découverte par ce livre. Et même ses autres romans, je n'en avais pas entendu parler. C'est pour vous dire, vraiment, c'est
totale découverte. Une autrice dont je n'attendais rien et maintenant j'attends tout parce que voilà, il se hisse dans mes gros coups de cœur de la littérature classique et vraiment une empreinte de la littérature réaliste, de la littérature classique, de la littérature victorienne. C'est incroyable, c'est génial, j'ai adoré. Je voudrais ensuite vous parler de « Ceci n'est pas un fait divers » de Philippe Besson. C'est un tout petit livre qui fait 180 pages, pardon, et c'est un uppercut. Alors, j'ai découvert cet auteur avec ce roman. Je trouve qu'il a une plume incisive qui va droit au but, il décortique la moindre chose et j'ai trouvé ça génial. C'est un uppercut total, il nous parle ici de féminicide et notamment d'un féminicide vu par les enfants. On va suivre en fait Léa, la jeune fille qui a 13 ans, 14-13 ans, et son frère qui a 19 ans. Léa va assister au meurtre de sa mère par son père, et c'est à partir de là que débute l'histoire, à partir du moment où elle appelle son frère pour lui annoncer, et on va les suivre dans toute cette partie un petit peu de la découverte de ce qui s'est passé, dans tous les interrogatoires, puis on va les retrouver un petit peu également au dénouement de cette histoire et du procès qui va avoir lieu. Alors, j'ai trouvé ça court pour le sujet abordé, ça aurait pu être beaucoup plus long à mon avis, mais en même temps, il va droit au but. C'est un livre qui peut être lu par tous parce que c'est très court, ça se lit très vite et c'est d'utilité publique et je trouve ça génial qu'un auteur aussi connu s'empare de ce sujet. Voilà, je trouve ça super et j'ai trouvé ça très bien écrit. J'ai trouvé les émotions justes et donc pour ça, je pense que c'est un livre vraiment très important. Je voudrais maintenant vous parler de « Ne vois-tu rien venir » de Amélie Antoine. C'est publié chez Syros et c'est un livre de littérature jeunesse. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un livre qui est une adaptation d'un roman que l'autrice a déjà écrit, qui est pour les adultes, qui parle du harcèlement. Mais ici, voilà. Ici, là, moi, je vais vous parler du roman pour adolescents. C'est donc de Amélie Antoine, une autrice que j'aime beaucoup, que j'avais découverte avec Le vent l'emportera, je crois, un de ses précédents romans. Ici, on est sur un roman qui nous parle du harcèlement scolaire, très actuel. On suit deux jeunes femmes, deux adolescentes qui sont dans la même classe de 3e. Il y a Sarah, une élève qui est populaire et charismatique, et puis Orlane qui va débarquer dans ce collège et qui va devenir un petit peu le bouc émissaire de Sarah. On parle ici donc de harcèlement scolaire, c'est très poignant, c'est très percutant. Amélie Antoine a une plume qui va vraiment droit au but, qui ne se part pas de faux semblants, qui n'essaye pas d'enjoliver les choses. C'est pas parce que c'est un roman adolescent qu'elle met moins d'intensité et d'émotion dans son écriture et dans l'histoire. C'est très dur. Forcément, voilà, on se met à la place d'Orlane, c'est extrêmement difficile ce qu'elle vit. Et je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent ça. Et il y a aussi cette emprise, cette question des réseaux sociaux avec, voilà, ça continue en fait. On est chez soi et ça continue et on est harcelé par les réseaux, on est harcelé par texto, on est harcelé par WhatsApp, c'est vraiment, je pense, Amélie Antoine a voulu aussi montrer à quel point aujourd'hui le téléphone et les réseaux sociaux chez les jeunes a un impact sur l'intensité du harcèlement et la douleur que ça peut provoquer parce que ça ne s'arrête pas, parce qu'on a beau rentrer chez soi, ça ne s'arrête pas, on part en vacances, ça continue, on dort le matin, on a peur de se réveiller. Elle le dit à un moment, Orlane, mais elle laisse son téléphone allumé parce qu'elle a peur de l'allumer le matin et que elle a peur en fait d'entendre plein de sonneries, de vibrations et c'est horrible. Voilà, on se sent épié aussi, on se sent pris au piège également et c'est un livre vraiment extrêmement difficile avec deux fins possibles. Donc voilà, je vous invite à le découvrir et n'hésitez pas à le faire lire aux adolescents autour de vous, à l'offrir autour de vous parce que c'est forcément un livre d'utilité publique, notamment chez les jeunes. Pour finir sur cette séquence, je voudrais vous parler de Mon acrobate de Cécile Pivot. Il fait partie de la sélection 2024 du prix HarperCollins Poche.
Et c'est un livre que j'ai eu du mal à lire, j'ai eu du mal à plonger dedans. Déjà, j'ai eu du mal à le sortir de ma pile à lire, pour tout vous dire. J'ai cru d'ailleurs que je ne le ferais pas. Et puis, je me suis dit quand même que je faisais partie du jury de ce prix et que je ne pouvais pas ne pas lire un livre. Il fallait que je les lise tous pour pouvoir faire mon choix. Quoi vous dire sur ce livre? C'est extrêmement compliqué parce que c'est un sujet extrêmement dur. On retrouve Isia qui voit son mari quitter l'appartement et qui devient son ex-mari. Ils ont vécu la pire des atrocités. Leur petite fille a été renversée par un chauffard. Elle s'appelait Zoé. Et voilà, leur couple va se déliter. Ils vont se quitter. Et Isia va en fait prendre du plaisir à voir son mari partir parce qu'elle va enfin se retrouver seule. Elle va pouvoir se recueillir et se retrouver seule dans son chagrin. C'est extrêmement difficile. Et puis, elle va s'enfermer dans la chambre de son enfant, qu'elle a laissé complètement intacte, et je comprends totalement. Vous imaginez en tant que maman à quel point c'est difficile de lire ce genre de roman. C'est la pire chose qui peut arriver à des parents, et on va assister à la vie de cette femme, à ses questionnements et à sa reconstruction, si on peut dire ça comme ça. La faim, le besoin de marcher, de ressentir le soleil sur sa peau revient. Et puis, elle va comprendre, cette maman, qu'il faut qu'elle continue de vivre, elle n'a pas le choix, et il faut qu'elle vive cet après. Et elle va décider à un moment de... alors c'est assez étrange, mais de trier, de vider les maisons des gens qui sont décédés et qui n'ont pas de proches pour le faire. C'est un livre plein de tendresse, extrêmement difficile, en tout cas pour moi qui suis maman, extrêmement bien écrit, j'ai trouvé, les émotions sont très justes, c'est très bienveillant, il y a vraiment, vraiment beaucoup de respect dans l'écriture de l'autrice, et voilà, j'ai trouvé ça très, très beau, vraiment un roman très poignant. Pour moi, si je parle du prix, il ne détrône pas La poupée qui fait oui, et puis Rien ne dure vraiment longtemps, qui sont vraiment deux livres qui m'ont énormément touchée et qui ont été très forts pour moi. Mais le roman de Cécile Pivot, vraiment, c'est une incroyable lecture. Peut-être qu'il fera partie de mes coups de cœur du mois de février, je ne sais vraiment pas. Et voilà, c'est vraiment un livre dont j'ai du mal à parler. Je mettrai peut-être plus de mots dans une chronique écrite, parce que là, voilà, c'est un sujet compliqué et j'ai du mal à trouver les mots pour en parler, parce que c'est difficile de parler des émotions que j'ai ressenties durant ce livre. J'ai vraiment eu du mal à le lire, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Donc voilà pour ce roman. En tout cas, j'ai bien aimé la construction, j'ai aimé la plume de l'autrice, et je vous en reparlerai sur Instagram. Je vais commencer par une petite déception. Il s'agit du roman de Kawther Adimi, Au vent mauvais. C'est publié chez Point. J'ai énormément entendu parler de cette autrice, vraiment beaucoup, beaucoup. Comme une autrice très importante, algérienne, qui écrit de très beaux textes, etc. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. On rencontre deux hommes et une femme ici, dans les tourmentes un petit peu de la colonisation de l'avant-Seconde Guerre mondiale. On est dans les années début 1920, dans un village à l'est de l'Algérie, pardon. Et on rencontre donc Tarek, Saïd et Laïla. Il va y avoir des espèces de relations entre eux, notamment une relation très importante entre Tarek et Saïd, qui ont partagé le lait maternel. Enfin, ils ont partagé beaucoup, en gros, entre eux. Et en fait, le petit souci, et je ne vais pas trop vous en dire plus sur ce livre, c'est qu'il a été trop dense. J'ai trouvé que l'autrice voulait trop en mettre, trop en dire. Ce qui fait qu'il y a plein de choses qui vont trop vite et donc on ne comprend pas forcément tout. Hé, coucou toi. Ouais. Et donc voilà, beaucoup trop dense pour moi, beaucoup trop de faits que j'aurais voulu plus étendus et qui se restreignent. J'ai eu l'impression un petit peu d'un condensé de l'histoire de l'Algérie et de cette époque-là, sans s'attarder trop sur les faits. Et donc j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, à leur histoire. Je suis très mitigée sur ce roman. J'espère réussir à mettre des mots dans ma chronique, parce que quand j'ai des déceptions comme ça, quand je suis un peu sur ma faim sur un roman, j'ai toujours du mal à trouver les mots. C'est pas que c'est un mauvais texte, c'est pas mal écrit, au contraire, c'est très bien écrit. C'est très bien documenté, mais trop documenté. Et je trouve que l'autrice a peut-être voulu en faire trop,
alors qu'elle aurait pu peut-être faire plusieurs romans ou en plusieurs tomes, je sais pas. En tout cas, je suis très frustrée de cette lecture et donc j'espère redécouvrir cette autrice dans un autre livre qui me plaira plus. J'ai beaucoup entendu parler de Nos richesses, donc voilà. Dites-moi si vous avez lu un de ces romans et peut-être que vous pouvez m'en conseiller, je ne sais pas. On passe ensuite au nouveau livre de Samar Yazbek. Il y avait encore mon marque-page. Samar Yazbek n'est autre que l'autrice du livre 19 femmes, les Syriennes racontent, où elle a rencontré plusieurs femmes syriennes. Attendez, je remets la petite musique de Game of Thrones. Il adore la musique de Game of Thrones. Maman vient de m'offrir ça, une petite musique douce. Bref, donc Samar Yazbek, c'est l'autrice de 19 femmes syriennes racontent. Elle a rencontré donc plusieurs femmes syriennes qui parlent de la Syrie, qui parlent de leur exode, qui parlent de leur vie dans ce pays ravagé par la guerre. Et ici, encore une fois, Samar Yazbek, c'est très personnel, mais me touche au plus haut point. C'est une autrice qui a une poésie dans son écriture qui est absolument incroyable. On rencontre le jeune Ali qui est... en fait, son unité est décimée et il va se retrouver entre la vie et la mort. Et donc, entre rêve et réalité, entre mystique, fantastique et réalité stupéfiante, on va découvrir la vie de ce jeune homme, sa vie à travers ses rencontres, à travers, en fait, de sa naissance de l'aube au crépuscule, en fait. Enfin, c'est un petit peu les mots que j'ai envie d'employer, de l'aube de sa vie au crépuscule de sa vie, là, ici. Sa relation avec les arbres, vous entendez mon petit Elliot à côté, qui commence à beaucoup s'éveiller. Sa relation avec les arbres, sa relation avec les femmes, sa relation avec la nature en général, et puis bien sûr son pays. Et Samar Yazbek réussit avec une beauté folle à nous parler de ce pays ravagé par la guerre, mais avec énormément de luminosité dans son écriture et dans son histoire. C'est incroyable, voilà, c'est très très court. Il fait 211 pages et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique. L'écriture de Samar Yazbek a vraiment quelque chose pour moi qui me transporte complètement. Et donc voilà, j'ai trouvé ce livre incroyable. Et je vais justement vous lire les premières lignes. Une toute petite feuille, si petite que ses cils visqueux l'empêchent de la voir dans l'éclat du soleil de midi. Une petite feuille d'arbre, rien de plus. Une feuille d'arbre verte, nervurée, qui lui voile les yeux comme de la gaze lorsque, lentement, péniblement, il remue les paupières. Une feuille d'arbre qui adhère à ses longs cils collés par la boue. Une feuille d'arbre qui l'empêche de voir distinctement. Surtout avec ses grains de poussière qui nagent dans le liquide de ses yeux, lui causant irritation et douleur. S'il parvenait à reprendre le contrôle de ses paupières pour ouvrir les yeux, la feuille tomberait dans son œil gauche. C'est magnifique, c'est poétique et en même temps ça vient parler d'un événement extrêmement difficile. Donc je ne peux que vous conseiller en fait de lire cette autrice, de lire le recueil de témoignages de 19 femmes et de lire ce petit roman, La demeure du vent, qui est publié chez Pocket et qui est une sublime lecture qui me marquera très longtemps. Elliot me demande, je terminerai cette update lecture plus tard. Je vous retrouve pour continuer l'update lecture que j'avais débuté avec vous en vous parlant de Comment j'ai tué mon père de Sarah Jaramillo Clinkert. Il s'agit d'une révélation Pocket et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un récit, c'est pas vraiment un roman, c'est un récit autobiographique où l'autrice nous parle de la mort de son père qui a été assassiné. Elle vit en Colombie. C'était un grand avocat et il a été assassiné. C'est une petite fille qui vient d'une famille plutôt privilégiée en Colombie. Et elle va se retrouver tout d'un coup avec sa mère, ses 4 frères et sœurs. C'est un tout petit récit qui fait 174 pages. Donc c'est vraiment très court. Et en fait, cette petite fille va soudainement, à 11 ans, quitter l'enfance, voir ses rêves un petit peu voler en éclats parce que son père décède. Et elle va donc traverser un deuil extrêmement difficile. Ça va être un grand traumatisme pour elle. Et elle va nous montrer un petit peu son chemin de résilience par des bribes parséminées comme ça dans le livre de son enfance. C'est un peu une ode à la nature, une ode à la famille, un grand hommage à son père et puis un grand hommage aussi à sa mère
Un hommage tout en ambiguïté à sa mère, parce que un hommage parce qu'elle a dû se relever du deuil de son mari, élever ses enfants toute seule, et en même temps tout en ambiguïté parce que l'autrice a un peu cette impression, et en tout cas c'est l'impression qu'elle donne dans le livre, que vu qu'elle est grande, et peut-être sa mère l'abandonne un petit peu, s'en occupe moins en tout cas que d'autres. C'est un récit que j'ai trouvé très fort, que j'ai trouvé très poétique, très doux dans l'écriture. C'est vraiment un récit où il ne faut pas venir chercher... je vois une bête dans ma bibliothèque. Il ne faut pas venir chercher de l'action dans le récit. C'est vraiment un récit contemplatif, un récit lent. Les souvenirs sont fins, ne sont pas forcément des événements extrêmement marquants pour l'autrice, mais des souvenirs comme ça qui reviennent en elle et qui lui permettent d'avancer sur le chemin de la résilience. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce petit récit. Et pour terminer cette update lecture, je voudrais vous parler d'une déception. C'est pas vraiment une déception parce que je n'attendais pas grand-chose de ce livre. Je fonçais un peu dedans comme ça, j'aime les histoires de famille, les doubles temporalités, et donc je me suis un petit peu lancée dedans comme ça. Et en fait, j'ai pas été transportée, j'ai pas aimé l'écriture de l'autrice. Enfin, pas aimé l'écriture. Elle m'a pas touchée, voilà. Elle est pas venue me percuter. C'est un livre où on rencontre une jeune fille, Camille, qui va découvrir une photo. Son père est âgé, décédé, sa mère ne l'a pas élevée. Et elle va retrouver cette photo d'une dénommée Madeleine, qui date de 1893, et elle va un petit peu remonter le fil de son histoire, essayer de comprendre qui est cette femme, son double qui l'appelle, qui la supplie de la délivrer. C'est un récit un petit peu mystique, entre réalité et fantastique, entre la foi et une espèce de folie un petit peu étrange. C'est un récit qui m'a laissé de marbre, peut-être parce que tout ce qui a trait à la religion ne m'intéresse pas forcément. En tout cas, à la religion chrétienne, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas tellement. Et puis, je sais pas, j'ai pas été touchée. Il y a des récits sur la religion qui me plaisent énormément, mais ici, ça m'a pas touchée. J'ai pas été transportée par ce récit. Donc, franchement, je l'ai commencé, puis en fait, je l'ai terminé en diagonale, donc je vais pas vous en dire grand-chose parce que j'ai sauté des passages, enfin, vraiment, c'est un récit qui m'a pas vraiment plu, donc voilà, pour cette fin d'update lecture. J'aurais peut-être dû terminer par un autre roman. Je vais peut-être, tiens, vous parler d'une bande dessinée que j'avais terminée le mois dernier, et je crois que je vous en ai pas parlé. Si je vous en ai parlé, tant pis. Il s'agit de L'envers du divan dans la vie de ma psy. Et en fait, j'ai adoré cette bande dessinée. Les dessins sont comme ça, c'est écrit assez petit. Et j'ai complètement adoré, notamment parce que je suis psychologue et que je me suis vraiment reconnue dedans. Voilà, ça explique un petit peu la vie de la psychologue et les pensées qu'on peut avoir et ce qu'on fait en dehors ou pendant une séance ou après une séance ou avant. Enfin, c'est très intéressant, très drôle. J'ai vraiment beaucoup aimé, je m'y suis beaucoup retrouvée. J'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé l'écriture. Donc voilà, je vous recommande cette bande dessinée, notamment si déjà si vous êtes psychologue, et puis si cet univers vous plaît, si par exemple vous êtes patient, et que ça vous intéresse d'en connaître un petit peu plus sur la vie d'un psychologue, l'envers du divan en tout cas, eh ben n'hésitez pas à foncer. Moi je l'ai trouvé super. Voilà pour cet avis. Voilà pour cette petite update lecture. J'espère que ça vous aura plu. C'est assez court, parfois assez brouillon. C'est vrai que là, je dois faire ça assez vite parce que à chaque fois que je vous retourne cette update lecture, Elliot commence à se réveiller. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis on se retrouve rapidement dans une autre vidéo.